Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux comme d'habitude pour cette webconférence, cette fois-ci avec Bernard Müller, avec comme thématique comment aborder un 8000. Alors pour ma part, moi je suis David Ducoing, je suis chef de secteur, en fait, responsable de la zone Himalaya et Amérique latine pour l'agence Secrète Planète qui est basée à Lyon. Donc, vous connaissez cette agence qui regroupe 3 secteurs d'activité. Donc, nous avons Tamera pour les voyages d'aventure et le trek, Expedition Unlimited pour les expéditions haute altitude et les milieux polaires. Donc là, on voit que Bernard est très impliqué dans ce secteur d'activité avec les ascensions. Et puis Saiga pour les voyages nature en lien avec la préservation de la biodiversité. Donc Bernard est en ce moment à Chamonix. On a enregistré cette petite webconférence d'une demi-heure où il va répondre aux questions. Et puis suite à ça, on aura une petite discussion avec lui. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour cet entretien. Et puis à tout à l'heure pour vous écouter, pour écouter les réponses de Bernard. Bonjour Bernard, puisque tu reviens de notre expédition sur l'Everest, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors l'Everest, c'est toujours une magnifique expérience, c'est toujours une très belle aventure humaine, mais je crois que cette expédition en particulier a été l'occasion de se rendre compte que, une fois de plus, la nature, la montagne avait toujours le dernier mot. Oui, on a eu des conditions difficiles, oui, malheureusement, le sommet, cette fois-là, n'a pas pu être atteint. C'est l'occasion de rappeler que la haute altitude est quelque chose de très exigeant, qu'il faut toujours aborder avec beaucoup d'humilité et de modestie. En tous les cas, malheureusement, les éléments ont été les plus forts, la tempête, les avalanches. Oui, il faudra y retourner et j'espère que la prochaine fois sera la bonne. Il a fallu prendre les bonnes décisions par rapport à la sécurité. À la fin, on s'est retrouvé avec des avalanches qui nous ont notamment soufflé le camp 2. C'est une avalanche qui est descendue des flancs du Nuptse et les pentes du Lhotse étaient également extrêmement chargées. Donc vraiment, lorsqu'on aborde une montagne de cette envergure, mais même en montagne en général, la sécurité, l'aspect sécuritaire est vraiment déterminant. Pourquoi est-ce qu'on a tant envie de faire un 8000? Le 8000, bon, c'est forcément l'attrait de la haute altitude, c'est l'oxygène rare, c'est une forme d'engagement tout de même très importante. Pour réussir un 8000, il faut fournir des efforts considérables et accepter précisément cette idée de grand engagement. Et puis, c'est la fascination du toit du monde. Alors, le toit du monde, Everest, mais en fait, je crois qu'il faut plutôt parler des toits du monde. Et ces toits du monde, c'est les fameux 14 8000. Ils sont tous un petit peu différents parce que les uns, on va les retrouver au Pakistan, les autres, on va les retrouver sur le Népal et également sur le versant tibétain, le versant chinois de la chaîne himalayenne. Donc, vouloir gravir ces sommets, c'est vivre cette aventure de haute altitude, mais c'est aussi découvrir d'une manière générale cette chaîne de l'Himalaya qui est tout de même qui est extrêmement importante, qui est colossale, qui est très très attirante. Tu peux nous dresser un rapide portrait de ces 14 8000? Il y a traditionnellement 3 ou 4 8000 que l'on considère comme très abordables et acceptables sur le plan de la dangerosité. Je vais les citer. Il y a le fameux Gasherbrum 2 au Pakistan, qui est un magnifique sommet au fin fond du glacier du Baltoro, qui dépasse l'altitude des 8000. Bon, j'y suis allé à plusieurs reprises. Il y a ensuite le Choyu, que l'on gravit généralement, enfin que l'on gravit toujours par le versant tibétain, ainsi que le Shishapangma,
Ce sont 8000 abordables et présentant relativement peu de risques. Et enfin, il y a le Manaslu, que j'ai gravi à l'époque en 1981, Pierre Bégin par la face ouest, mais que l'on gravit actuellement d'une manière tout à fait classique par le versant népalais. Donc là aussi, c'est des sommets techniquement abordables, mais il faut tout de même se rendre compte que il faut toujours se méfier des dangers objectifs, des avalanches notamment, mais c'est des sommets très, très abordables pour quelqu'un qui cherche à découvrir cette haute altitude. Voilà, donc ça, ce sont les 4 premiers. Après, il y a plusieurs autres sommets au Pakistan. Il y a le Gersherbrum 1, il y a le Broad Peak, qui sont également des 8000 que l'on peut envisager d'une manière extrêmement raisonnable. En termes d'altitude croissante, on a le fameux Annapurna, qui est une montagne évidemment très connue de nous autres, les Français, puisque c'est Herzog et Lachenal qui l'ont gravi pour la première fois en 1950, premier 8000 gravis dans l'histoire de la conquête des hauts sommets. L'Annapurna, par contre, est une montagne qui présente une bonne dangerosité, malheureusement. Hein, son versant nord, notamment l'automne, est très avalancheux, il est beaucoup plus abordable au printemps, mais c'est tout de même des montagnes que l'on doit aborder avec beaucoup, beaucoup de respect. Il y a la montagne que l'on considère comme étant la plus difficile du monde, c'est le fameux K2. Alors c'est une montagne magnifique, hein. En plus, c'est une montagne qui, comme le Gersherbrum 2, surplombe le glacier du Baltoro au Pakistan. Simplement, sur la fin, le dernier jour d'ascension est relativement dangereux parce que l'itinéraire passe sous une barre de sérac qui est très impressionnante et qui, quelquefois, s'effondre, s'écroule. Donc voilà, c'est une montagne qui mérite bien sa réputation de 8000 le plus dangereux du monde. Il y a le Makalu, qui est une magnifique montagne française, puisque les Français l'ont gravi pour la première fois, c'était au début des années 50, une expédition qui s'est magnifiquement déroulée, l'idée, enfin dirigée par Jean Franco, à laquelle participaient Terray et tous ces grands noms de l'époque. Donc c'est une montagne magnifique qui est déjà très haute, hein, presque 8500 mètres. C'est une montagne, ce Makalu est aussi une montagne relativement sécurite. Ça fait partie des beaux et grands projets himalayens. Après, il y a le Kanchenjunga, qui est la 3e montagne du monde, qui est un vrai morceau également difficile, avec un engagement certain. Et surtout, le Kanchenjunga, c'est une montagne qui est située complètement à l'est du Népal, dans un coin complètement perdu. Il y a simplement aller au camp de base du Kanchenjunga est une véritable aventure. Donc, c'est vraiment des ascensions. Bon, moi, j'ai fait l'ascension d'un des sommets du Kanchenjunga en 85, c'était le Galungkang. Voilà, ça m'a laissé un souvenir tout à fait incroyable. Voilà, je pense avoir parlé de tous ces 14 8000. Et oui, je comprends que gravir ces différents sommets soit ça a un vrai attrait, c'est un challenge extraordinaire. Que penses-tu de l'équipement en corde fixe, notamment de la plupart des 8000? Le fait d'équiper ces montagnes jusqu'au sommet les rend beaucoup plus accessibles. Ceci dit, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une forme d'engagement importante sur ces sommets. C'est pas parce que la montagne est complètement équipée qu'on peut se dire qu'elles sont accessibles à des gens peu expérimentés ou à des débutants. Je crois que quand on part dans l'Himalaya, il faut une vraie expérience et surtout, il faut se donner les moyens. C'est pas les moyens financiers, c'est les moyens en temps, c'est les moyens intellectuels de se faire une vraie expérience de l'Himalaya.
Qu'est-ce que tu penses aussi de cette tendance justement de l'oxygène à gogo, si je puis dire, sur ces sommets? L'oxygène à gogo, comme tu dis, évidemment, ça facilite considérablement l'ascension de ces sommets. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est acceptable, mais pour quelqu'un qui a une bonne expérience de la montagne et qui a cette envie d'aller toujours plus loin dans l'engagement, qui a envie de découvrir vraiment ce qu'il est capable de faire. Moi, je comprends qu'on puisse utiliser beaucoup d'oxygène dans ces premières expériences et progressivement aller vers l'envie de gravir ces sommets d'une manière plus épurée, en utilisant moins d'artifices. Mais d'abord, il faut se faire l'expérience. C'est pas du premier coup qu'on est capable de monter au K2 ou à l'Everest sans utiliser les bouteilles à oxygène. Je rappelle, c'est quelque chose qui me tient à cœur, la montagne est quelque chose que l'on doit apprendre et il faut se faire cette expérience qui, qui va être le résultat d'années et d'années de pratique de la montagne. Euh, la, la, enfin, pour moi, l'important n'est pas simplement d'afficher un sommet à son palmarès. Moi, j'ai toujours cherché à devenir alpiniste. Hein. Je reprends une expression au fameux Gaston Rébuffat, devenir alpiniste, et, et j'essaie d'inculquer ce type de valeur à tous les gens que je côtoie. Apprendre la montagne est vraiment un grand bonheur. Quels sont les facteurs clés de succès de réussite de ces sommets? Incontestablement la forme physique. Hein. Lorsqu'on veut s'attaquer à ces sommets, il faut partir avec une bonne condition physique. C'est quelque chose de tout à fait réaliste. On peut acquérir cette forme physique dans nos entraînements de tous les jours. C'est également acquérir de l'expérience dans les Alpes. Lorsqu'on veut être himalayiste, il faut commencer par faire un parcours d'alpiniste dans les Alpes. Il faut se donner l'occasion de gravir des sommets, dans certains cas un peu techniques, pour vraiment survoler l'approche technique de l'alpinisme. Et après, évidemment, un des facteurs de réussite de ces hauts sommets, c'est l'organisation et notamment travailler avec des équipes locales. Le chef d'expédition doit prendre en compte les conditions de la montagne, doit prendre en compte son équipe de Sherpa qui est là pour la logistique, monter les tentes, monter l'oxygène. Et puis, le chef d'expédition, c'est également quelqu'un qui doit être très proche de son équipe, qui doit, sa principale qualité, c'est avoir envie que ses compagnons d'expédition montent au sommet. Les responsables locaux ont évidemment une bonne connaissance de l'Himalaya. Je ne suis pas certain qu'ils soient toujours très proches de leur clientèle et qu'ils soient en phase avec notre approche à nous, occidentaux, d'appréhender la montagne. Je pense qu'il y a dans l'alpinisme un aspect psychologique, un aspect relationnel qui est tellement important. L'intérêt d'un chef d'expédition occidental, c'est tout de même de bien comprendre ses compagnons de cordée. Et puis, il y a aussi un aspect sécurité qui est important. Les locaux n'ont pas toujours cette même approche de la sécurité que nous. Il faut arriver à placer la barre au bon niveau. Il y a la fameuse idée d'extrême témérité et d'extrême prudence. C'est quelque chose de très sensible. Et je pense qu'un chef d'expédition occidental sera plus sensible à ces choses-là. Actuellement, moi, je ne pourrais plus envisager d'expédition himalayenne sans ce soutien météo qui est énorme et considérable pour nous.
Quelle est l'expérience nécessaire pour un participant à un 8000? En montagne, oui, on peut réussir un sommet, dans certains cas facilement par hasard lorsque les conditions sont bonnes, mais je crois que l'expérience est tout de même quelque chose d'extrêmement important et et voilà, et toute personne qui rêve de gravir ces hauts sommets doit se dire que, il faut consacrer à l'alpinisme un temps réel, il faut vraiment se donner les moyens d'acquérir de l'expérience. Moi je pense tout de même qu'il faut commencer par apprendre l'alpinisme au niveau alpin. Et ensuite, c'est pas compliqué, s'immerger dans l'ambiance de l'oxygène rare, donc partir sur des sommets de 6000, de 7000, avant d'aborder les plus hauts sommets du monde. L'idée d'acquérir une véritable expérience et également une expérience technique est tout à fait indispensable. Je crois que pour être à l'aise sur ces hauts sommets, il faut avoir une vraie autonomie et il faut être capable de se prendre en main techniquement. Évidemment, quand on vit ce genre d'expé, on a l'impression qu'il suffit de savoir marcher. Mais lorsque les circonstances sont difficiles, il faut également avoir un bon bagage technique. Avant de partir dans l'Himalaya, ça me paraît normal de gravir plusieurs sommets alpins ou plusieurs itinéraires alpins euh, dont certains présentent un minimum de technicité. Quand je parle de technicité, c'est pas gravir les parois les plus difficiles des Alpes, mais c'est avoir cette habitude de manier la corde, de gravir des pentes de glace, d'utiliser son piolet, ses crampons, sans problème. Euh, on a trop souvent tendance à penser que la haute altitude, c'est juste se balader. Non, non. Lorsqu'on est capable de se prendre en main sur le plan technique, lorsqu'on a un bon bagage technique, c'est réellement un plus dans une ascension. L'intérêt de pratiquer un peu d'escalade, ça permet tout simplement de mieux comprendre les maniements de corps. Et ces maniements de cordes, bon, que l'on apprend sur le rocher, c'est également utile dans la glace. La cascade de glace de l'Everest, lorsqu'on a l'habitude d'utiliser des cordes, d'utiliser des poignées autobloquantes, on est évidemment beaucoup plus à l'aise que si ce matériel ne fait pas partie de ce que l'on sait faire, notamment dans les conditions difficiles. Il faut savoir utiliser une corde, il faut savoir faire des rappels lorsque les conditions ne sont pas évidentes. Lorsque tout va bien, tout est toujours facile. Il est important d'être performant également lorsque les conditions sont difficiles. Mais cette expérience, il faut la vivre sur le terrain, mais on peut également la vivre dans le cadre de discussions avec d'autres personnes. Cette expérience peut être livresque, emmagasiner avant de partir un maximum d'éléments d'information. Pour moi, c'est déterminant. Quelle est l'importance aujourd'hui de l'équipement sur les 8000? Oui, alors ça a beaucoup changé l'approche parce que l'équipement est plus léger, mais il ne faut pas non plus exagérer. C'est pas parce que les équipements sont performants que on peut se dire que tout est facile maintenant. Lorsqu'on est sur ces montagnes, il faut fournir de gros efforts et surtout il y a un stress qui est important bah, lié notamment au danger. On se rend compte que l'altitude dégrade inexorablement. La grande difficulté des expéditions qui durent quasiment 2 mois, comme l'Everest, le K2, etc., c'est ce temps passé en altitude. On se rend compte que le premier mois, en général, se passe très bien. Bon, le premier mois correspond à la phase d'acclimatation. Les personnes qui ont des réserves, qui psychologiquement sont prêts à ces choses-là, évidemment, s'en sortent beaucoup mieux. Il y a un aspect psycho dans ces expés qui est extrêmement important. Et selon toi, y a-t-il une possibilité de se préparer à l'hypoxie?
moi, je pense qu'une acclimatation naturelle sur le terrain est la chose la plus efficace possible. Il y a aussi une autre chose, c'est faire des courses en montagne avant de partir. Par exemple, une expédition d'automne, si on arrive à s'acclimater d'une manière naturelle dans les Alpes, en gravissant des hauts sommets, le Mont Blanc, le Mont Rose, ou des sommets équivalents, évidemment, c'est un plus. En 90, j'ai été acclimaté dans un caisson hippo-bar. J'ai passé 5 fois 8 heures à différentes altitudes, donc un temps même relativement peu important. Et effectivement, je suis parti sur l'Everest et j'ai réussi au bout de 12 jours après être sorti du caisson, j'ai atteint le col sud de l'Everest et j'ai dormi au col sud sans oxygène. Et le lendemain, j'ai tenté le sommet. Malheureusement, il y avait trop de vent et je n'ai pas réussi à monter plus haut. Mais en tous les cas, oui, à l'occasion de cette expérimentation, je me suis rendu compte que cette technique était relativement efficace. Comment est-ce qu'on choisit de ce fait aujourd'hui une agence avec laquelle on va partir sur un 8000? La haute altitude est un domaine complexe. C'est un engagement physique, mais c'est aussi un engagement psychologique extrêmement important. Une bonne agence, c'est un organisme qui propose un bon chef d'expédition, et le chef d'expédition, sa première qualité, oui, c'est l'écoute, c'est le sens des relations humaines, mais je pense que l'idée d'expérience est extrêmement importante. Merci Bernard pour cet entretien. Eh bien, et bon, déjà, un grand bonjour à vous tous. Voilà, plaisir de vous retrouver et d'en retrouver certains. Je les vois sur le chat. En tous les cas, un grand bonjour à tout le monde. Voilà. Tu vas bien? Tu es où en ce moment? Bien sûr que je vais bien. Alors, je suis à Chamonix, au pied du Mont Blanc, prêt à attaquer un stage d'alpinisme avec Secret Planète demain matin. 4 personnes à qui je vais essayer d'apporter le maximum d'éléments techniques. Ce sont les fameux stages école de l'aventure. Oui, et sur lequel, en fait, Eric Bonnem, qui est un peu le grand directeur de Secret Planet et surtout de Expedition Unlimited, je crois qu'il te rejoint là. Il est sur la route en ce moment pour te rejoindre, pour faire le stage. Et il se prépare activement pour lui tenter aussi son premier 8000, le Manaslu, quoi. Donc, pour vous montrer à quel point on peut être engagé dans cette idée d'aventure et de comprendre tous les tenants et de le vivre aussi par nous-mêmes. Bon, pour ma part, c'est pas au programme, mais pour Eric, c'est voilà son nouveau challenge entre guillemets. On a quelques questions. Je les prends un peu dans le désordre. Alors, on a quelques questions on a une question sur la préparation. Comment on prépare un 8000? Et Claude nous demande quels sont les sommets un peu techniques dans les Alpes qui constituent une bonne préparation pour un 8000? Des aiguilles, le TACU plutôt que le Mont Blanc. Qu'est-ce que tu dirais, toi, sur comment quelqu'un pourrait se trouver un parcours dans les Alpes qui le prépare un petit peu? Alors, oui, alors bon, bonne question. Alors, le Mont Blanc est toujours un sommet intéressant de préparation. Alors, le Mont Blanc peut se faire par la voie normale, mais le Mont Blanc peut également se faire par ce qu'on appelle les 3 Monts Blancs, qui est déjà un itinéraire plus technique, notamment dans l'ascension du Mont Maudit. Et puis, il y a d'autres itinéraires très chouettes, beaucoup plus perdus, enfin, beaucoup moins fréquentés plutôt, qui est la route des Aiguilles Grises, par exemple. Ou alors, il y a des itinéraires techniques comme l'arête du Bionacé, qui est déjà un itinéraire de grande envergure. Après, on peut parfaitement faire un peu d'escalade facile. Il y a des courses extrêmement abordables comme l'arête des Cosmiques qui permet
d'améliorer ses capacités techniques. Le Cervin peut être un très bon sommet d'entraînement, mais on est déjà là dans des choses plus techniques rochers. Mais voilà, je crois que multiplier les expériences alpines, évidemment, apporte énormément. Et voilà, j'ai insisté dans cette direction au niveau du petit sujet précédent, mais réellement, j'y crois. Plus on a de capacités techniques, plus évidemment on est à l'aise sur ces montagnes incroyables. Alors, on a un peu perdu Bernard dans la vidéo, mais je suis sûr qu'il nous entend, hein. On a eu des petits problèmes de connexion. Donc, on va continuer. On l'entend. Effectivement, on aimerait bien le voir, mais ce qui est important, c'est ce qu'il va nous dire. Et donc, on a une autre question de Serge qui nous demande quel serait le parcours idéal pour commencer du Mont Blanc, pour quelqu'un qui a fait un Mont Blanc et qui voudrait tenter un 8000. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire en tant que coach, voilà, quels seraient les sommets dans le monde que tu nous conseillerais? Alors, il y a traditionnellement un sommet qui est extrêmement intéressant pour se préparer à la haute altitude, c'est l'Aconcagua en Argentine, en Amérique du Sud. Tout simplement parce que l'Aconcagua frise les 7000, 6960, et peut s'envisager sur une période relativement courte de 3 semaines. Donc voilà, ça c'est un sommet très intéressant. Après, un beau petit 7000, c'est quelque chose de très chouette. Je vais simplement citer le Mustagata, que j'ai eu l'occasion de faire avec un groupe il y a 2 ans en arrière, qui a été une magnifique expérience. Il y a également le Pic Lénine, et puis il y a des tas de 7000 au Népal qui sont vraiment des chouettes expériences pour avant d'aborder le 8000. Mais au milieu de tout cela, si on arrive à régulièrement gravir des sommets alpins, techniques ou moins techniques, mais en particulier si on arrive à travailler son autonomie sur ces sommets alpins, évidemment, moi je pense que c'est un grand plus dans son approche himalayenne. Très bien. Alors, on salue au passage François qui nous a rejoint et qui faisait partie de la team de l'Everest de cette année, hein. Donc, un grand salut François. Alors, on a des questions là de Ned, un peu sur toi, un petit peu Bernard. Déjà, est-ce que tu penses continuer la haute altitude et tu penses retenter un 8000? Et puis après, oui, vas-y, allez, on va poser les 3 questions. Mon ami Ned, c'est une très bonne question. Oui. Écoute, il n'est pas certain, enfin, voilà, j'ai beaucoup donné sur ces sommets de haute altitude et il est très probable que tout doucement, je me calme parce que c'est une activité qui est très engageante voilà, j'ai autour de moi une pression familiale, mes enfants, enfin beaucoup de mes amis également me disent, écoute, c'est peut-être le moment de te calmer un peu. Alors ça ne veut pas dire m'éloigner de la montagne, il y a d'autres magnifiques aventures à vivre, mais il est probable que l'aventure haute altitude, je m'en éloigne doucement, lentement mais sûrement. Alors, toujours Ned qui nous dit quand est-ce que tu vas écrire un livre sur ton parcours, sur ta vie de montagnard? J'attends cela avec impatience. Mais mon ami Ned, je ne sais pas écrire, c'est pour ça que je n'écris pas de livres. Et je n'ai pas suffisamment de choses à raconter. C'est ça le problème également. Bon, moi je suis persuadé que tu as assez de choses à raconter, mais j'en suis intimement persuadé. Non. Et qu'avec quelques interviews à l'oral, on trouvera quelqu'un qui va te sortir du nez toutes les aventures. C'est absolument impossible que tu n'aies pas de quoi nourrir un livre avec tout ce que tu as vécu. Mais bon, ça c'est entre nous, Bernard. Et toujours le même Ned qui dit « Penses-tu être un conquérant de l'inutile ?» Je pense que ce que j'ai fait n'a pas été totalement inutile. En tous les cas, ça a permis à beaucoup de gens de vivre leurs rêves et vivre ses rêves, c'est déterminant. Enfin, voilà, moi, la montagne m'a évidemment beaucoup apporté.
apporté et dans ma carrière de vie, si je puis dire, j'ai tout fait pour que tous ceux qui ont les mêmes rêves que moi puissent les vivre. Très bien. Alors, je ne sais pas, voilà, on a une petite connexion un peu dure. Alors, François nous dit qu'il faut absolument lire bon, moi, ça c'est sur le chat, tout le monde le voit, le livre de Pierre Béguin qui parle beaucoup de Bernard. Bon, voilà. Et Daniel qui nous dit qu'elle a commencé par le Kangyatse en Inde, puis le Mustagata, avant de gravir le Shisha Pangma et le Shoyu avec Benoît Chameau. Donc effectivement, on est toujours dans ce parcours un peu, quand même, peut-être, premier 4000, premier 5000, premier 6000. Enfin bon, a priori, on voit, je pense, que la différence, beaucoup de gens vont à 5000 mètres, passent d'école au Népal, mais peu d'entre eux, finalement, font un sommet à 6000. Beaucoup font des sommets à 6000 et en font beaucoup de sommets à 6000 un peu partout dans le monde, mais vont jamais sur des 7000. Et à chaque fois, quand même, on voit qu'il y a une étape, il y a un créneau, il y a quelque chose quand même de plus sérieux qui se propulse. Et c'est pas parce qu'on a monté à 6000 qu'on arrivera à monter à 7, quoi. Oui, tout à fait. Alors, je salue François au passage. Je le remercie pour ce conseil. Effectivement, Pierre Bégin, moi j'ai passé pas mal d'années à parcourir la montagne alpine, mais aussi surtout la montagne himalayenne. Et effectivement, j'ai vécu avec Pierre des aventures magnifiques, et Pierre était un alpiniste exceptionnel. Partager ses aventures avec lui, évidemment, m'a beaucoup apporté. Et c'est vrai que ce livre est un livre extrêmement intéressant. Bon, ce qu'il dit sur moi, peu importe, mais en tous les cas, c'est un livre qui a été très bien écrit sur un personnage majeur de l'himalayisme français, mais mondial également. Pierre était quelqu'un de vraiment extraordinaire. Voilà, on a Jacques qui nous demande si l'Everest par le côté tibétain, face nord, est possible en ce moment malgré le Covid. Visiblement non, hein. Le versant tibétain a été fermé. Après, je voudrais également amener une petite précision. Donc, nous sommes allés ce printemps sur le versant népalais. Oui, il y a un vrai. Le versant népalais présente un vrai danger, notamment dans cette cascade de glace qui est un enchevêtrement de glace, de tours de glace, de crevasses, tout de même assez impressionnant. Il y a également la face du Lhotse qu'il faut aborder avec beaucoup de prudence, surtout après une chute de neige. Le versant tibétain, de mon point de vue, est relativement plus sécurite actuellement que le versant népalais. C'était d'ailleurs notre projet original, et je voulais simplement rappeler ceci. Évidemment, le versant tibétain, le versant chinois ayant été bouclé ce printemps, nous n'avions pas d'autre possibilité que de passer par le Népal. Très bien. Bon, on peut ajouter quand même côté tibétain, a priori, il y a les principales difficultés peut-être seraient justement les ressauts entre 8000 mètres et le sommet, quoi. Les difficultés se trouvent finalement plus à la fin, alors que le côté népalais, pas les difficultés, les dangers sur ce coup-là, c'est pas pareil, se trouvent plutôt au début, quoi. Non? Oui, on est d'accord. Il y a également des difficultés sur le versant népalais, mais d'une manière générale, ce que l'on appelle les dangers objectifs, oui, de mon point de vue, sont moins importants que par le versant tibétain. Alors, Isabelle nous demande, bon, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs expéditions simultanées sur un 8000? A priori, oui. Et combien au maximum de personnes peuvent se croiser sur un 8000? Et est-ce qu'il peut y avoir autant de monde que lors de l'ascension du Mont Blanc? Alors, bon, effectivement, actuellement, les autorités, aussi bien népalaises que chinoises, délivrent pas mal d'autorisations sur ces montagnes. Alors, bien sûr, moi, j'ai connu, début des années 80, la période où il n'y avait qu'une expédition au pied de la montagne. Oui, je pense que ça changeait l'ambiance, ça changeait la donne. Il y avait beaucoup plus d'engagement, il y avait
voilà, ce côté solitude, ce côté engagement, je, enfin, j'en garde évidemment un très grand souvenir. Hein. Maintenant, l'Everest, par exemple, sur le versant népalais, nous étions tout simplement 1 millier de personnes au camp de base. Les Népalais avaient délivré plus de 400 autorisations à leurs clients que nous étions, c'est-à-dire les grimpeurs occidentaux, et à cette équipe de 400 personnes s'est joint certainement plus de 600 Népalais, Sherpas, porteurs de haute altitude et personnel du camp de base. Donc effectivement, oui, c'est des camps de base relativement peuplés, et sur les autres sommets himalayens, sur les sommets les plus demandés, on retrouve un petit peu la même chose. Par contre, vous trouverez toujours des sommets himalayens, je pense peut-être au Makalu, je pense peut-être au Kanchenjunga, certains sommets également pakistanais, le Nanga Parbat, peut-être même le Gasherbrum 2, Gasherbrum 1, où effectivement on va se retrouver avec des montagnes beaucoup moins fréquentes. Très bien. Alors, oui, bah, effectivement, j'imagine bien que sur le Nanga Parbat, il n'y a pas autant de monde que sur le Manaslu et l'Everest, mais c'est vrai que le Makalu est un très très beau compromis pour celui qui maîtrise la technique alpine quand même, parce qu'il y a des difficultés techniques sans trop de danger. On en revient là. Alors, on a aussi Daniel qui nous demande quelle est la différence entre gravir un sommet à 8000 mètres avec de l'oxygène et sans oxygène. La différence, bon, elle est tout de même importante. Alors, j'ai envie de dire que traditionnellement, jusqu'à ces dernières années, pratiquement seul l'Everest et éventuellement le K2 étaient gravis avec de l'oxygène. Un Everest sans oxygène, c'est vraiment difficile. 8800, enfin 48-50 mètres, on est vraiment aux limites physiologiques de l'être humain. Après, j'ai gravi pas mal d'autres villes. Effectivement, l'idée de l'oxygène, donc entre de l'oxygène et pas d'oxygène, il y a évidemment une différence importante. Et je disais que traditionnellement, jusque-là, seuls les plus hauts sommets, en particulier l'Everest, étaient envisagés avec de l'oxygène. Bien sûr, j'incite tout candidat au toit du monde, enfin notamment au sommet, aux 8000 traditionnels, de les tenter sans oxygène. C'est certainement la plus belle manière de faire. Après, si l'on veut effectivement, si on se fixe comme challenge l'idée d'atteindre la barre des 8000, pourquoi pas faire appel à de l'oxygène, mais la belle manière de gravir les 8000 traditionnels hors Everest et K2, c'est bel et bien de le tenter sans ox. Très bien. Et alors, est-ce qu'il peut y avoir du coup un abus de l'oxygène? Est-ce qu'on peut en prendre le plus tard possible, ou ceux qui en prennent beaucoup le plus tôt possible? Quelle est ton opinion sur le sujet? Oui, mais on peut... effectivement, sur l'Everest, on se rend compte qu'il y a des gens qui le prennent relativement rapidement. Pourquoi pas? Si le but est de simplement d'inscrire le sommet de l'Everest à son palmarès, on peut faire appel à l'oxygène très vite. Bon, ça reste un moyen un petit peu artificiel de gravir le sommet. Voilà. L'idéal est toujours d'utiliser cet oxygène le plus tard possible pour être j'allais dire, le plus possible dans une approche naturelle de la montagne. Voilà, et on a Françoise qui nous demande, peut-être avant de conclure d'ailleurs, Françoise qui nous demande comment on peut se préparer quand on est en France pour ces grosses expéditions,
Est-ce qu'il faut faire du cardio? Est-ce que c'est la technique alpine? Est-ce qu'il faut un coach? Oui, bonne question. Alors, faire du cardio, oui. Enfin, je crois que… Alors, moi je suis d'avis de multiplier les formes d'entraînement. Bon, il y a la marche à pied, il y a le fait de courir, il y a le vélo. Voilà, toute forme de sport est, à mon avis, intéressant pour se préparer sur un 8000. Mais encore une fois, je dis, plus on arrive à gravir des sommets en montagne, plus on est proche de cette montagne, plus, à mon avis, l'entraînement est bon. Nos grands anciens, Terrel, Achenal, etc., tous ces gens-là, leur entraînement venait essentiellement de leur pratique de la montagne. Et voilà, moi, je reste adepte du… L'entraînement, c'est bien, mais devenir montagnard, évidemment, moi, c'est quelque chose qui a toujours motivé mon approche de la montagne. Voilà, et ça rejoint totalement donc ce que dit François. Ne pas perdre de vue que le sommet n'est jamais garanti et que les 2 mois d'expédition pour l'Everest sont une superbe expérience en soi. On sait très bien qu'il y a beaucoup de montagnards, d'alpinisme professionnels, amateurs avertis ou autres, qui sont revenus bredouilles parce que il n'y a rien qui est garanti. Il y a la météo, il y a les dangers, il y a plein de choses et on va tenter un sommet, mais on va pas. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est ça quand tu dis montagnard dans l'esprit, ça veut dire avec l'amour de l'expérience de la montagne, quel que soit le sommet réussi ou pas, quoi. Mais bien évidemment, alors évidemment, lorsqu'on rentre de l'Everest et qu'on n'a pas atteint le sommet, on est forcément déçu, on est très tenté d'appeler ça un échec. Je crois que toute forme d'expé, toute forme d'ascension, tout moment que l'on partage en montagne, toute tentative sur une montagne est une magnifique expérience qui vous enrichit à chaque fois considérablement. Oui, moi j'ai eu la chance de gravir un certain nombre de montagnes himalayennes, alpines, mais évidemment, il m'a fallu pour certaines plusieurs tentatives avant d'arriver au sommet. L'expérience montagne, à chaque fois, m'a toujours enrichi, et c'est d'ailleurs très souvent au travers de ces échecs que l'on apprend le plus de choses. Très bien, très bien. Donc on a Corinne Bernard qui nous salue aussi. Écoutez, Bernard, je pense que oui, et je me souviens très bien que tu m'as parlé de plusieurs ascensions où tu pouvais aller au sommet de l'Everest, mais que le projet n'était pas ce projet-là parce qu'il y avait une histoire de client, une histoire personnelle, et que tu as fait demi-tour à quelques centaines de mètres du sommet et que tu t'es pas accroché, quoi. Donc, le danger, parfois, peut être vraiment de trop s'accrocher et de prendre trop de risques. Oui, enfin, moi je voudrais rajouter une chose. Le sommet du sommet, c'est bien de revenir au camp de base et de revenir à la maison, de revenir sur la terre des hommes. Oui, la montagne est quelque chose de dangereuse et je crois qu'il faut vraiment, enfin, faire preuve d'une extrême prudence. Comme on dit souvent, une montagne va rester. Si on perd la vie, tout est foutu. Donc voilà, moi j'insiste, enfin oui, la prudence, c'est quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas réussir un sommet à tout prix, c'est pas possible. Bien sûr, je comprends, ne pas rentrer d'un sommet, vouloir repartir, c'est réengager de l'argent, c'est y reconsacrer du temps, mais je crois que ça fait, pour un alpiniste, pour un montagnard, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. Très bien. Écoute, un grand merci à toi, Bernard, de nous partager un peu le fruit, le résultat de toute ton expérience et l'analyse que tu en as, quoi. Merci beaucoup à Thibaut qui est à la régie là, qui nous a beaucoup aidé, à vous tous d'être venus toujours aussi nombreux, et puis à
à nous envoyer ces petits messages, de nous dire que c'est passionnant, quels que soient les sujets à chaque fois. On parle des araignées, on parle de la montagne, on parle des pèlerinages, et on s'aperçoit qu'à chaque fois, quel que soit le degré, comment dire, de passion des personnes qui nous écoutent, on arrive, je crois, à les passionner. Et merci à Clémentine à la communication chez nous, qui a fait tout le travail de vous inviter et de mettre en place cette webconférence. Tu as un petit mot à dire peut-être, Bernard Eh bien, un grand merci également à vous tous d'avoir assisté à cette webconférence, et surtout, je vous souhaite à tous de très très belles aventures en montagne. En tous les cas, moi, la montagne m'a terriblement apporté, et j'espère que cette montagne vous fera vibrer, vous tous également, comme moi j'ai vibré dans ces ambiances exceptionnelles. Voilà, salut à vous tous et bonne soirée. Au revoir Bernard. Un grand merci à Eric Bonnem aussi quand même, qui est un peu notre leader sur nos expéditions, qu'elles soient polaires, qu'elles soient de haute montagne, et sur toute l'aventure de Secret de Planète. Et Eric qui arrive bientôt à Chamonix pour aller se préparer au Manaslu avec Bernard. Voilà, je vous souhaite un très bel été.